Oui, ça marche. Bonjour à tous. Je crois que j'ai 15 minutes, donc ça ne devrait pas être trop pénible pour vous. Donc, en fait, la question qui m'est posée, c'est l'intergénérationnel, enfin, la transformation environnementale des entreprises. Donc, en réfléchissant au sujet, je me suis dit, peut-être qu'on peut inverser la question. Parce que l'un des principaux problèmes de l'entreprise aujourd'hui, c'est comment je mène ma transformation environnementale face aux demandes, quelquefois contradictoires, des différentes générations qui s'y trouvent. Vous savez qu'on est dans un monde un peu particulier, puisque pour la première fois depuis le début de l'humanité, en raison du prolongement de l'âge de la vie dans les pays occidentaux, c'est la première fois qu'on a 4 générations qui vivent ensemble sur Terre. Au-delà du nombre, vous savez qu'on a passé les 8 milliards, mais en fait, on n'avait jamais historiquement réussi à avoir majoritairement 4 générations. Et dans les entreprises, on est quasiment à 3. Et si vous prenez la France, on est à 3 parce que le fameux plan Un jeune, une solution, il a fonctionné. Vous avez près de 800 000 apprentis alternants aujourd'hui en France. C'est un chiffre considérable par rapport aux années précédentes. Or, si j'ai bien entendu les déclarations récentes du gouvernement, il semblerait qu'une réforme des retraites devrait pointer son nez et qui devrait allonger encore. Donc les entreprises vont être confrontées au fait de faire cohabiter 3 générations. Ça, c'est un premier sujet. L'intragénérationnel ou le transgénérationnel, c'est d'abord compter les générations. La deuxième chose, tout ce que je vous dis étant plus des observations ou des certitudes, parce que j'en ai aucune comme tout le monde, la deuxième chose, c'est que je ne crois pas à une telle différence que cela entre les générations. Vous connaissez tous le fait que ça fait 2000 ans qu'on dit que la génération qui monte ne fout rien et que la génération précédente était formidable, donc c'est pas nouveau cette affaire-là, tout le monde connaît cette histoire. Mais plus fondamentalement, je me dis 2 choses. Si je prends la génération montante, elle a une chance incroyable, puisque elle est profondément une génération de rupture, et je vais y revenir, mais dans un moment de rupture avec les moyens de la rupture. Mais comme la génération précédente était sans doute également, donc plutôt la mienne, était sans doute également, ou celle de Charles-Henri, parce que Charles-Henri est de toutes les générations, également, cette génération d'avant, elle était probablement aussi une génération de rupture, sauf qu'elle n'en avait ni les moyens, ni le moment. Et ça fait une énorme différence. Alors, si je parle du moment, évidemment, on n'a jamais connu une telle cristallisation de sujets et de crises au même moment. C'est une période absolument unique, finalement, quand vous prenez les 60 dernières années. Vous connaissez tout ça par cœur. On a une crise climatique qui a surgi dans le quotidien des gens cet été. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience qu'il se passait quand même quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le gouvernement triomphait à l'idée qu'on avait baissé de 5% les consommations d'énergie, mais normal, il faisait 20 degrés, donc c'est normal au mois de novembre. Donc là, c'est à 8,6, donc c'est 8,3, c'est déjà mieux. Donc il y avait un premier phénomène, évidemment, de crise climatique, mais ce n'est pas tellement la crise climatique, puisqu'elle est ancienne, celle-là, c'est plutôt la prise de conscience du quotidien des gens. La deuxième chose, vous avez effectivement la crise énergétique. On a beaucoup critiqué le président de la République quand il a annoncé qu'on était à la fin de l'abondance. Vous vous souvenez de cette phrase il y a quelques semaines, quelques mois. Il avait été très critiqué parce que la phrase était maladroite, sans doute, mais sur le fond, il avait raison. Qui aurait imaginé il y a 10 ans qu'un jour on vous expliquerait que c'était pas certain que vous auriez un chauffe-eau qui marche toute la journée dans les pays occidentaux. Donc il y a une espèce une crise énergétique au-delà de la crise géopolitique que chacun connaît. Et puis évidemment, il y a, alors on ne sait plus très bien, mais il y a la crise, les conséquences de la crise sanitaire qu'on n'a pas fini de payer. Et donc cette génération qui monte, elle était le produit des 2 générations précédentes. C'est-à-dire que je crois plus au transgénérationnel qu'à l'intragénérationnel. Et en quoi elle est l'héritière des générations précédentes dans son rapport au travail? Parce que le sujet des entreprises, c'est celui-là. C'est la transformation environnementale. Vous savez que, d'ailleurs le titre est intéressant, elle est extrêmement focalisée pour des raisons politiques, pour des raisons d'impulsion européenne ou mondiale, sur la dimension environnementale. Et on en fait une politique RSE. En fait, on oublie juste la moitié de la politique RSE, qui est la responsabilité sociale ou sociétale. Et la génération montante, compte tenu de la crise qu'elle a vécue avec le Covid en particulier, et des crises qu'elle observe, elle a développé un niveau de sensibilité extrême
sur la manière dont les entreprises assument leurs responsabilités sociales et sociétales. Or, beaucoup d'organisations, même celle dans laquelle je suis, ont quand même une tendance à considérablement valoriser le E et à sous-valoriser ou pas assez valoriser le S, en tout cas de ne pas le mettre en rapport. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de cette confrontation générationnelle. Pour le coup, c'est que l'incohérence entre les engagements extérieurs liés à l'environnemental et le défaut peut-être d'engagement intérieur lié au même sujet deviennent des éléments d'incompréhension pour ces générations qui a changé dans son rapport à l'entreprise, au moins sur ce point. C'est-à-dire qu'auparavant, quand elle entrait dans une entreprise, elle était déjà sensible à ses valeurs, à ses engagements divers et variés. Mais une fois qu'elle y était, elle s'en arrangeait. Elle s'en arrangeait même si ce n'était pas vrai, ou si c'était partiellement exact. Elle s'en arrangeait notamment sous l'effet, il faut le reconnaître, du chômage de masse. Aujourd'hui, elle ne s'en arrange plus. Autrement dit, elle exige une forme de système de la preuve permanente, comme quoi ce qu'on leur a dit à l'entrée reste exact à l'intérieur. Et même quelquefois, on voit le phénomène monter, elle vient exiger des actions. Je l'observe, vous savez, beaucoup d'immeubles en ce moment sont à 19 degrés. Bon, chez L'Oréal France en particulier, on a beaucoup de jeunes en fait. En fait, j'en ai pas un qui vient se plaindre de la température. Les gens qui se plaignent de la température, c'est plutôt les générations d'avant. Alors peut-être qu'elles sont plus frileuses, mais en attendant, parce qu'eux comprennent l'intérêt du truc. Donc vous avez un peu ce phénomène d'exigence de cohérence. Tout ça ne veut pas dire que la génération précédente n'était pas sensible à la cohérence, mais elle était soumise à un tel schéma de pression que finalement elle n'exprimait pas le fait que cette incohérence la gênait. C'est pour ça qu'on observe en management, vous l'avez peut-être déjà vu, une sorte d'alliance objective entre la génération alpha et la génération X. D'une certaine manière, la génération alpha réalise les rêves de la génération X, qu'elle n'a jamais osé réaliser. Et ça renvoie à mes trois générations qui cohabitent. Puisque le problème, c'est que la génération du dessus, elle sent des dirigeants, elle se sent un petit peu poussée ou mise en cause ou interrogée par finalement cette alliance objective entre les managers intermédiaires et les jeunes recrues. Comme s'il y avait une espèce de fracture potentielle entre les dirigeants et en dessous. Tout simplement parce que en dessous, ils partagent les mêmes buts. La différence étant que certains ont bien l'intention de les atteindre et d'autres regrettent de ne pas l'avoir fait. Troisième considération sur l'intergénérationnel, la génération alpha est le produit des générations précédentes sur le point de sa perception de l'entreprise. La génération précédente, elle est apparue dans le marché du travail dans les années 90, donc elle a cherché un emploi, elle a envoyé 45, 50, 200 CV sans jamais recevoir de réponse, et elle a vécu dans une espèce de menace du chômage de masse, un peu en permanence, en disant si je perds mon emploi, je perds énormément de choses avec mon emploi, parce qu'en parallèle, les pouvoirs publics accrochaient au CDI de plus en plus de droits, de plus en plus d'éléments, et donc créer un alourdissement du CDI. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'observe pas vraiment en France le phénomène de grande démission. On observe plutôt le phénomène de grand désengagement. Parce que les causes sont les mêmes qu'aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, un CDI emporte beaucoup moins de choses qu'en France. Donc cette génération-là, elle est arrivée dans les 90, et donc déjà elle a eu du mal non seulement à entrer, mais également à rester, où elle a toujours eu peur de ne plus être intégrée dans le marché du travail. D'ailleurs, c'est amusant, l'autre jour, je discutais avec un de mes confrères qui me disait tout à fait outré, vous savez, le phénomène du ghosting, c'est-à-dire que les gens que vous voyez une fois, deux fois, trois fois, vous ne les voyez jamais. Et il disait que c'était quand même honteux, que ces gamins étaient quand même super mal élevés, et je lui ai fait remarquer que je ne doutais pas une demi-seconde, on est toujours amis, je vous rassure, mais une demi-seconde qu'il avait répondu à 100% des CV qu'il avait reçus depuis 25 ans. Donc il faisait du ghosting à l'envers. Donc il a pris conscience, effectivement, de l'incohérence de son propos. Mais on est toujours amis, je vous rassure. Mais quand même, c'est un point important. Mais cette génération des années 90, elle était elle-même le produit de sa génération précédente. C'est-à-dire de celle qu'elle a vu, souvent, quelquefois, ses propres parents se faire sortir gentiment à l'occasion des crises pétrolières ou autres, après 30 ans de brûlés au service. Or, à l'époque, vous vous en souvenez tous, ou vous le savez tous, il y avait une relation très fusionnelle entre l'entreprise et les salariés. Ça prenait un temps fou. D'ailleurs, la fameuse statistique qui fait tant de bruit, qui est sortie il y a quelques jours,
où 70% des gens considèrent que le travail était central dans les années 80, et on est à 24% aujourd'hui. Évidemment, on l'a traduit immédiatement par le fait que la valeur travail avait disparu, que les jeunes ne foutaient rien, mais c'est pas vrai du tout. C'est simplement que cette génération, elle est en train de remettre le travail à sa juste place. C'est-à-dire la place qui est la sienne, ni dominante, ni inférieure, mais juste un point d'équilibre dans d'autres éléments de vie. Et la génération précédente, la génération X, elle pensait la même chose. Donc il ne faut pas s'étonner que la génération qui monte soit un peu méfiante vis-à-vis de l'organisation, ou vis-à-vis des bonnes intentions de l'entreprise à leur égard. Et donc qu'elle est déjà, depuis quelque temps, indépendamment presque de la crise climatique ou de la transformation environnementale, dans une logique de preuve. Moi, je crois que les politiques RH doivent se développer par la preuve à ce titre-là. Parce que, vous vous souvenez ce livre, La société de défiance, qui est sorti il y a des années. C'est en ça que la crise Covid est intéressante, parce qu'elle est venue cristalliser un certain nombre de choses. Moi, je me souviens, au moment de la crise Covid, tout le monde parlait, le management par la confiance, c'est quand même mieux, la réduction du report, mais enfin, on le sait. On le savait tous depuis 20 ans. Sauf que là, on n'a pas eu le choix. Et par conséquent, cette génération, elle vient dire très clairement, vous ne pouvez plus avoir un tel niveau d'incohérence entre ce que vous faites ou ce que vous dites, entre ce que vous annoncez, ce que vous communiquez, et moi, ce que je vis à l'intérieur. Ça, c'est un autre élément. Et sur la dimension environnementale, elle devient très exigeante, notamment sur les politiques publiques ou les politiques d'entreprise qui sont portées sur, j'ai entendu tout à l'heure les propos sur le fait d'avoir des sites carbone neutres, etc. Et d'une certaine manière, ils n'acceptent plus l'argument du réalisme économique pour lutter contre ce phénomène. Ils disent simplement, mais ce n'est pas le sujet, en fait. Vous n'avez pas le sujet. Et je vous tiens, vous, entreprise génération précédente, comme responsable du fait que la planète est dans cet état. Ce qu'on sait, d'ailleurs, scientifiquement faux, mais ce n'est pas la question. Et puis, les derniers éléments, parce que je vais bientôt finir, sinon je vais me faire engueuler, c'est un autre phénomène qui est, je trouve, assez intéressant, qui est que cette logique transgénérationnelle, elle vient d'une certaine manière. Alors c'est vrai que le marché de l'emploi pour le moment est plutôt bon, donc on est passé, pour certains côtés, pas partout, d'un marché d'employeurs à un marché d'employés, mais au-delà de ça, elle vient finalement expliquer que les logiques purement hiérarchiques, avec des gens qui décident en haut, les systèmes qui visent finalement à subir ou à admettre les politiques définies, ne sont plus le bon modèle. Et d'une certaine manière, c'est logique, puisque ça fait quoi, 15-20 ans qu'on développe des politiques visant à associer les gens à la stratégie de l'entreprise, à tous ces trucs-là. Donc d'une certaine manière, ils disent, attendez, vous passez votre temps à nous demander ce qu'on en pense, ce qu'on voudrait faire, mais ça veut dire que maintenant, nous, on considère que vous ne pouvez plus agir sans qu'on vous remonte. L'autre jour, j'ai rencontré les jeunes d'AgroParisTech. Vous savez, qui avait fait cette déclaration, qui avait fait un peu de bruit. Bon, je ne reviendrai pas sur la déclaration elle-même, ni sur sa conclusion, mais sur le fond, c'était intéressant, parce qu'en fait, quand on rentre dans les entreprises, nous, on est trop bas dans l'organisation pour influencer ce qui se passe au-dessus. Et par conséquent, on ne nous écoute pas. Donc, comme on ne nous écoute pas, on est obligé de crier un peu plus fort. Et ça, c'est un phénomène qui est assez général. Évidemment, ça trouble trois choses. Le système hiérarchique, or, la plupart de nos politiques de rémunération sont quand même fondées sur la pyramide hiérarchique, quoi qu'on en dise. La deuxième chose, c'est que du coup, il y a une espèce de phénomène de contestation, qui n'est pas de contestation de l'autorité, qui est de contestation du fait qu'ils veulent être associés aux politiques, ils veulent pouvoir prendre l'initiative, ils veulent qu'on puisse les laisser faire le prendre. Et donc, d'une certaine manière, c'est vécu par les managers comme une contestation de leur autorité, ce que ça n'est pas, de mon point de vue. Et puis, parce que je crois que cette génération a un niveau d'engagement, notamment sur ce sujet-là environnementaux, bien plus fort que la génération précédente, parce qu'elle a un niveau de conscience plus élevé. En revanche, elle a un petit défaut qu'elle va corriger avec le temps, qui est un niveau de résilience assez bas. C'est-à-dire que le niveau de contrainte est quasiment insupportable. Donc c'est un peu la différence, et c'est d'ailleurs la seule différence que je vois entre les deux générations. C'est pour ça que cette logique-là, elle se retrouve d'ailleurs dans tous les domaines du jeu. Dans la volonté ou l'exigence de forcer son entreprise à participer au phénomène de transformation environnementale. Premier point. Deuxième point, vous l'avez vu, dans l'exigence de mieux partager la valeur créée. C'est la même logique. C'est dire, puisque vous m'associez au système, alors je dois être bénéficiaire du système. Vous ne pouvez pas vivre comme si je n'étais qu'un élément de la roue. Je suis dans la roue. Je suis la roue, en quelque sorte. Et ça, elle le pousse énormément. Et puis le dernier point, pour clore là-dessus, sur la dimension
environnementale, elle considère que, à l'égard de la société tout entière, mais à l'égard de eux-mêmes, à titre d'individus, l'entreprise a une responsabilité à leur égard, de leur garantir un cadre de travail, une organisation de travail, une participation à la lutte contre le changement climatique qui soit digne de ce qu'ils apportent à l'entreprise. Et si l'entreprise ne le fait pas, ils l'accusent, d'une certaine manière, de ne pas assumer ses responsabilités. Et ça, c'est un phénomène finalement assez nouveau. Et c'est ce qui explique, de mon point de vue, le fait que les entreprises sont tiraillées entre une approche extrêmement collective, qui est leur approche historique, et en face des exigences individuelles, et comment trouver le bon équilibre entre je tiens compte des aspirations individuelles sans nier le fait qu'une entreprise sans collectif n'est pas une entreprise. Et la question de l'intergénérationnel, elle est posée comme celle-là. C'est-à-dire comment je fais le juste équilibre entre les souhaits des individus et les nécessités collectives, les souhaits éventuellement du collectif actionnaire ou nôtre, et les besoins extérieurs à l'individu, notamment les besoins environnementaux. Et cet équilibre-là, il est assez difficile à trouver. Je pense qu'on mettra beaucoup de temps à le trouver, mais je pense qu'on a changé enfin d'époque dans le monde des entreprises et qu'on ne reviendra pas en arrière, et qu'à chaque fois qu'on aura une poussée positive du marché de l'emploi, on constatera que le premier réflexe d'une partie des gens, souvent les meilleurs, souvent sur les métiers les plus rares, de réagir à l'amélioration du marché de l'emploi, c'est quoi? C'est de s'en aller là où ils sont. Et cette question-là, elle est posée aux entreprises. Elle n'est pas posée à la jeune génération qui monte, qui, elle, utilise le système comme on les a utilisés pendant de nombreuses années. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce système-là. Et j'ai fini avec un peu de retard, cher ami, je suis désolé. Merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci, Benoît Serre. Dans quelques minutes, Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, viendra clôturer ce sommet. Mais d'abord, que faut-il en retenir? Le résumé de cette journée avec Thierry App, président et cofondateur de NetExplo.